C'est parti. Bienvenue à notre visioconférence Covid. C'est la 26e conférence Covid et nous l'espérons sans doute la dernière. Avec Yves Tremblay depuis Québec, nous accueillons aujourd'hui le docteur Jean-François Lemoine. Jean-François Lemoine est médecin journaliste, fondateur et directeur de Fréquence Médicale et durant plus d'un an, il est intervenu sur plusieurs chaînes de télévision, notamment sur Canal+ pendant plus d'un an, tous les soirs. Il est donc très bien placé pour nous faire un bilan et peut-être dessiner un futur de cette pandémie. Bonjour Jean-François Lemoine. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, si tu veux bien, la première question serait: où en sommes-nous? Alors déjà, je réfute totalement ton commentaire sur ça sera probablement la dernière. Ça voudrait dire que comme beaucoup de politiques et beaucoup de gens qui ont changé de sujet, tu penses que la pandémie est finie. Ça peut-être, c'est vrai que peut-être au bord du lac Léman, elle est finie, puisqu'on a des amis au bord du lac Léman ou en Touraine. Mais si on prend le dernier bulletin de l'OMS paru hier, on est loin du compte. On est loin du compte en sachant que je vous donne les chiffres les plus récents. La semaine dernière, 4,5 millions de cas recensés dans le monde. Et quand on dit cas recensés, si on sait tous ceux qui ne sont pas recensés, ça fait probablement beaucoup plus. Encore 15 000 morts. Alors, c'est 20% de moins que la semaine dernière en Europe. Et on voit clairement, là, il y a eu une descente, une décroissance en France évidente depuis 15 jours. Mais quand on voit ce qui se passe à Shanghai, quand on voit qu'en Amérique, c'est augmenté de 9%, en Afrique de 32%, alors il y a moins de décès, fatalement, il y en a toujours beaucoup, mais ça, on expliquera pourquoi, mais ça reste une pandémie préoccupante, contrairement à ce qu'on croit, elle n'est pas finie, et de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer au mois d'octobre, parce qu'il est clair qu'il y a une espèce de saisonnalité de ce virus, d'ailleurs, qui explique probablement pourquoi ça décroît depuis 15 jours. Il suffit de voir, ça décroît à la vitesse où diminuent les jupes dans la rue. Quand il fait bon, effectivement, il y a moins de virus. Je n'ai pas dit que c'était forcément lié, mais c'est simplement que de dire que dès qu'il fait beau, il y a effectivement beaucoup, beaucoup moins de contamination. Alors, la vérité des chiffres aussi, on en est encore très, très loin. Déjà, on voit qu'en France, les chiffres ne sont pas toujours exacts. Deuxièmement, qu'ils sont probablement parfois manipulés. Donc, il faut être très, très prudent quand on affirme qu'un phénomène comme ça est en train de finir, ne serait-ce que par égard aux conséquences terribles financières et humaines que cette pandémie a suscité. Donc, on va être résolument optimiste, mais je pense que malheureusement, on aura encore à en reparler, ne serait-ce qu'à cause des conséquences que cette pandémie a amenées. Alors, si vous voulez les choses, moi je me suis dit, qu'est-ce que je peux raconter à des gens comme vous étant donné qu'il y a des émissions sans arrêt. C'est vrai que moi j'ai participé tous les soirs au complot communicatif, si j'ose dire, mais on se fait beaucoup reprocher de choses depuis. Moi pas trop, parce que j'ai revu beaucoup d'émissions. J'ai toujours été assez prudent, ça ne me ressemble pas trop, mais je faisais attention de ne pas trop jouer le sensationnalisme, parce que ça avait souvent des conséquences importantes. Ce qu'on sait en tous les cas, c'est que c'est un méchant virus. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu 500 millions de contaminés et 6 millions de morts. Comptabiliser cela, c'est-à-dire probablement beaucoup plus. Alors, il y en a qui disent probablement 10 fois plus, ce qui ferait 60 millions de morts, ce qui est beaucoup, mais pourquoi pas, quand on voit les chiffres de la grippe qui sont toujours sous-estimés, on ne peut pas le nier. La deuxième chose, c'est que c'est un virus qui mute terriblement et terriblement vite. Alors, on va me dire, comme tous les virus, dès qu'ils sont en échec, oui, c'est vrai, mais pas à cette vitesse-là d'habitude. Et il a une caractéristique, il mute très très bien quand il y a une comorbidité. Par exemple, quand on a Covid et SIDA, ça donne des capacités de mutation qui sont importantes, ce qui est arrivé d'ailleurs sur les 2 précédentes mutations, et ce n'est pas par hasard que ça s'est arrivé surtout en Afrique du Sud, où on sait qu'il y a un taux de SIDA qui est extrêmement important. Autre chose qu'on a constaté, et on l'espérait, mais c'est vrai, la virulence, elle décroît quand la contagiosité augmente. C'est une espèce de règle chez les virus. C'est une règle constatée, mais pas prouvée, qui ne correspond pas forcément à
le moment, empêche le voyageur, mais le jour où un virus méchant, je crois que vous m'entendez mal là, non? Si ça va encore? Il y a eu une petite interruption de 2 ou Ouais, 3 parce que secondes. mon ordinateur me le dit. Oui, le jour où un virus très méchant va se mettre à épouser un voyageur, imaginez Ebola et avec la grippe, ce que ça pourrait donner. Donc, c'est pour ça il faut absolument rester extrêmement vigilant. Donc, ça, c'est les choses sur l'épidémie. Je crois qu'il faut aussi rendre hommage à l'industrie pharmaceutique. Alors, en ce moment, on entend tout et n'importe quoi sur l'industrie pharmaceutique. Il y a quand même eu 8 vaccins disponibles à ce jour. 8 en moins d'un an, ce qui est quand même incroyable quand on voit comment on a galéré pour avoir des vaccins dans d'autres domaines. Quand on voit que le sida, il n'y a toujours pas de vaccin, il est clair qu'il y a eu un effort mondial de recherche. Mais c'est un incroyable challenge. Hein. Mais il y a des choses qu'il faut constater. C'est qu'il y a bien évidemment d'abord, ils ont été vite mis au point. Et puis aujourd'hui, avec des résultats, il n'y a pas un vaccin au monde qui avait les mêmes résultats. Alors, c'est formidable. Les vaccins ARN, je sais que les gens qui m'écoutent, il y en a qui savent que je vais beaucoup dans les congrès internationaux de toutes disciplines, ce qui est une caractéristique de ma vie. Les vaccins ARN messagers, les ARN messagers, j'en entends parler depuis 10-15 ans en cancérologie. Moi, quand j'ai entendu vaccin ARN messager, je n'ai pas été surpris parce que c'est quelque chose qu'on suivait. On ne pensait pas que ça ferait des vaccins, mais des traitements dans le cancer, ça y est, on y est. Donc, première chose, c'est qu'on a une technologie nouvelle. Chose suivante à constater, c'est que ce n'est pas les gros labos obèses et suffisants qui ont inventé les vaccins. C'est ceux qui ont acheté des startups et que ce sont les startups qui ont trouvé ces vaccins-là. Alors certes, Pfizer a eu l'intelligence de mettre de l'argent, là où Sanofi a eu la bêtise de ne pas en mettre. Il faut appeler un chat un chat. Étienne, on pourrait peut-être suggérer au professeur Oui. Lemoine de fermer sa caméra. Peut-être ça va aider la bande passante. Il y a On une a force de lancer des projets et Il y a eu, Jean-François, il y a plusieurs coupures. Jean-François? Alors, je pense que tu n'entends même pas, là. Non. Tout est coupé. ça n'est diminué. Jean-François, il y a eu une coupure là de 2 ou 3 minutes. Là, c'est encore coupé, Jean-François. Peut-être que si tu essayais de fermer ta caméra, ça aiderait. Pour moi, Jean-François, il y a une… Ah, ça ne fonctionne pas. vous ne Jean-François, m'entendez pas, alors? il y a Non, une ça coupe beaucoup, Jean-François. On a une coupure de 2-3 minutes, là. Oui. Ah oui, c'est beaucoup. Alors, est-ce que je passe par mon iPhone? Écoute, ou alors on ne va pas te voir. Sans l'image, ça passerait peut-être mieux. Oh, bah coupez, vous pouvez couper. C'est moi qui dois la couper? Non, c'est toi qui dois la couper, oui. Oui, coupe ton image. Voilà. Bon, espérons que ça va aller mieux. Puis on va fermer les micros, tout le monde, si on ne parle pas. Tu nous entends, vous m'entendez mieux Jean-François? ou pas? Oui, là, on t'entend, oui. Je vous entends plus. Tu nous entends plus? Oui, mais si, je vous entends, mais c'est mieux avec la caméra enlevée. Ben, c'est pas encore tout à fait ça. On t'entend plus, là. On va faire autre chose. Je vais passer sur mon iPhone. OK. Je suis en train de passer dessus. Et sur mon iPhone, est-ce que vous m'entendez mieux? Écoute, on t'entend, là, oui. Est-ce que ça… Bah oui, j'ai coupé la caméra, donc c'est normal. Mais vous m'entendez bien? Oui, Là, on t'entend très bien. Oui, Bon, alors je démarre la vidéo parce que mon ego ne va pas supporter de parler dans le noir. d'accord. Ça va là? Oui, ça a l'air de… Oui, ça va. Bon, alors j'étais en train de faire, bon, vous n'avez rien raté, j'étais en train de faire l'apologie des laboratoires. startups, en disant qu'il faut quand même reconnaître que c'est la faillite des grands laboratoires traditionnels, leurs recherches avec pleine de suffisances qui ont… moi, le PDG de Moderna que j'ai rencontré,
m'a raconté comment il s'est fait sortir de France, hein, par l'Institut Pasteur. Pareil pour l'allemand. Donc, il y a un moment où j'espère que non, il n'y a pas que les politiques qui doivent tirer des conséquences de ça, mais il y a aussi tous les autres. Donc, ce que je disais aussi, c'est que on a cru pendant longtemps que les vaccins allaient diminuer la contamination. Non, les vaccins, ils ont fait leur boulot qui consiste simplement à bien éviter les formes graves. Et là, là-dessus, il n'y a aucun problème. Les formes graves, il suffit de voir l'état des réas depuis Noël. Les gens qui étaient en réa et en mauvaise santé, ce sont des gens qui n'étaient pas vaccinés. Ou des gens qui avaient, alors ça c'est plus grave, qui avaient menti sur leur vaccination. Parce qu'il y a un nombre non négligeable de médecins français qui ont fait des faux certificats. Et ça, c'est dégueulasse, mais je ne sais pas comment on peut faire parce que, en fin de compte, qu'on vire un soignant non vacciné, ça se discute, mais qu'on laisse faire de la médecine à un médecin généraliste qui fait des faux certificats de vaccination, c'est pas acceptable, ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que dans les vaccins, il faut effectivement savoir à quoi ils ont servi. Ils ont sauvé le monde des cas graves. Ils n'ont pas arrêté la contamination. Et puis, il faut surtout insister sur la faillite du vaccin chinois. Alors ça, personne n'en parle vraiment, mais c'était une double merde, le vaccin chinois. Et le problème, c'est que les Chinois l'ont imposé dans plein de pays qui n'avaient pas d'argent. Donc, il y a énormément de pays qui sont vaccinés au vaccin chinois, et autant dire qu'ils sont très ou peu ou pas protégés. C'était le cas du Chili, hein, qui a été un des premiers à vacciner en masse, et puis ils se sont aperçus que les gens n'étaient pas protégés. Donc, tout ça, il faut faire... il y a des moments, quand cette espèce de politique rentre dans la santé, c'est dramatique, hein. Voilà. Alors après, on va dire, qu'est-ce que c'était la stratégie idéale? Parce qu'en fin de compte, il y a deux stratégies. Je ne parle pas de la stratégie chinoise, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas, où il y a trois stratégies, quoi, grosso modo. La première, c'était de laisser aller. Bon, c'est ce que fait le Brésil. Ce n'est pas brillant, mais eux, ils ne vont pas avoir de problème d'EHPAD, hein, après la Covid, hein, vu que tous leurs vieux et tous les gens en mauvaise santé sont morts. Mais bon, c'était le prix que Bolsonaro acceptait de payer avec beaucoup de cynisme. Après, bon, celle-là, on oublie, bien évidemment. Il y a la technique, j'allais dire, no Covid, néo-zélandaise, un peu Asie du Sud-Est, mais surtout Australie et Nouvelle-Zélande. Alors, celle-là, elle a montré toute son efficacité, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu pratiquement pas de Covid, mais par contre, ils ont été privés ils sont coupés du monde pendant 1 an et demi, 2 ans. Mais apparemment, ils avaient l'air de s'en foutre. Et surtout, ils ont fait ce que les autres n'ont pas fait, ils ont vacciné comme des malades tout de suite. Donc, comme vous fermez les frontières et vous vaccinez, le pays arrive à un moment, à une situation où il peut supporter les virus qui arrivent. Mais il faut savoir que de toute façon, ils vont être contaminés. Là, ils ont ouvert les frontières, simplement, ils ne vont pas le voir. Il va y avoir très peu de gens gravement malades, mais ils vont être inondés par la Covid et ça ne sera pas trop grave. Et puis, il y a la technique des Européens. Donc, on ferme pas, on laisse un peu filer. Bon, on a piloté beaucoup à vue, hein, en France, avec des paris. Bon, Macron a gagné le pari de la non-fermeture des écoles. C'était un pari très risqué, mais enfin, il l'a tenté et ça a marché. Donc, je crois que personne ne peut faire cocorico sur notre stratégie. Simplement, celle qui me paraît effectivement la plus cohérente. Mais on n'aurait pas pu la faire, c'était la néo-zélandaise et l'australienne. Ça aurait fallu fermer les frontières françaises pendant 1 an. C'était bien évidemment impossible. Il y a une chose qui est importante, c'est que en Afrique, les gestes barrières, ça marche, hein. C'est que vous n'avez pas entendu parler de la grippe cette année, vous n'avez pas entendu parler de la gastroentérite au moment des réveillons, ce qui est quand même le sport national, hein, la valse des virus. Bronchiolite, beaucoup moins.
Donc, c'est clair que quand on fait attention de ne pas se cracher au visage, c'est plutôt positif. La seule chose, c'est que les infectiologues sont un peu inquiets sur le retour de ces épidémies, en particulier la grippe. Donc, c'est pour ça qu'il faut militer pour que les gens se revaccinent beaucoup l'année prochaine. Il y a plein de gens qui ne vont pas se vacciner contre la grippe parce qu'il n'y en a pas eu. Ça, il faut vraiment insister ce message-là auprès des médecins. Parce que les médecins, on pense que vous lancez, vous les hôpitaux universitaires, vous lancez dans la nature des grands scientifiques. Un médecin, quand c'est installé, ça devient vite quelqu'un qui écoute la radio comme les autres, hein, et qui prend toutes les fake news à pleine oreille et qui finit par croire des choses impossibles à croire. Donc, la faillite du vaccin de la grippe qu'on attend l'année prochaine est certainement quelque chose auquel il faut lutter et insister auprès de vos médecins pour qu'ils le fassent. Donc, il faut saluer aussi l'Europe de la vaccination quand même, parce qu'on s'est groupé pour acheter des vaccins. D'ailleurs, l'Europe qui a réagi contre Poutine, là, c'est une conséquence de l'Europe de la santé. C'est-à-dire qu'ils ont appris à se parler avec les vaccins et de voir qu'il y avait des décisions qui étaient bien meilleures quand on les prenait tous ensemble. Hein. Donc, c'est vrai que là, on a eu au début, on était extrêmement critiqué sur la stratégie française, européenne, elle n'était pas si mauvaise que ça. Mais il est clair que le virus va repasser, probablement en octobre, et que ça serait bien que tout le monde ait fait un rappel d'ici octobre. En sachant que Moderna travaille sur un nouveau vaccin, je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir, mais en tous les cas, moi, je sais que ça va faire 6 mois que j'ai eu mon dernier rappel, je vais aller me refaire vacciner très vite, parce que c'est vrai que c'est une protection qui ne coûte pas cher et qui n'est vraiment pas d'effet secondaire, quoi. Enfin, on va toujours trouver des gens qui vont nous raconter des effets secondaires, mais il y a quand même eu 6 milliards de gens vaccinés sur notre planète, hein, ce qui est quand même beaucoup. Il n'y a 4 milliards, excusez-moi, je dis des bêtises, 4,64 millions ont été vaccinés. Ça veut dire quand même que jamais, il y a très peu de médicaments qui ont eu des essais cliniques en un an aussi importants que ça. Donc, je sais qu'il y a toujours des gens qui sont contre les rappels, mais vu de mon poste d'observateur et d'informateur, moi, je vais militer pour qu'il y ait une revaccination. Alors, tout ça, c'est bien, sauf tout ce que je vous ai écrit, c'est la stratégie des pays riches. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai été vacciné au mois de janvier. Le vaccin était, bon, c'était parmi les privilégiés qu'on a eu, mais c'est-à-dire qu'on a été vacciné avant un an de pandémie, ce qui est colossal. Bien évidemment, quand je vous dis qu'il n'y a que 4 milliards 640 millions de gens vaccinés dans le monde, ça veut dire que pratiquement tous les pays industrialisés sont vaccinés entre 70 et 90%. L'Afrique, il n'y a encore que 16% des gens vaccinés. Alors on dit, bon, il n'y a pas plus de morts. D'abord, je ne sais pas si toutes les statistiques sont bien faites. Il faut savoir que les Africains ont une moyenne d'âge qui est quand même très très basse par rapport à la moyenne d'âge des Européens. Donc c'est une maladie qui a très peu touché de façon grave les jeunes, mais il n'empêche que la vaccination en Afrique, il doit bien y avoir des gens pauvres avec des comorbidités qui ne sont pas vaccinés. Et ceux-là, c'est des proies pour les virus mutés, hein, il n'y a aucun problème. Donc, c'est vrai que tout s'est fait en fonction de la stratégie de l'économie des pays. Il faut savoir qu'il y a 240 millions de doses de vaccins qui ont été détruites, là. On oublie de donner ces chiffres-là. Hein. C'est-à-dire que les vaccins sont arrivés, mais ils n'ont pas été distribués. Alors, bon, il faut aussi essayer de se dire que la prochaine vaccination, il faudrait qu'il y ait des stratégies. Mais alors ça, je vais vous dire quelle stratégie, j'en sais rien. Les gens qui sont en Afrique ont certainement plus d'idées que nous sur la façon dont il faut faire ça. Mais moi, quand on voit comment on allait chercher, on était à 1 million de doses près il y a un an, et quand on voit comment aujourd'hui, on se retrouve avec 240 millions de doses détruites et avouées, sans compter toutes celles qui vont être détruites sans qu'on le dise. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur, grosso modo, si je vais faire un peu rapidement, hein, sur cette épidémie. Après, je voulais quand même plusieurs choses, insister sur plusieurs choses. La première, c'est les conséquences à court, moyen et long terme. Alors, la première conséquence,
c'est le Covid long. Alors là, le Covid long, je peux vous dire que j'ai tout eu, moi, comme commentaire. Hein. Ceux qui disent c'est une maladie psy parce que les gens ont eu peur de mourir, donc stress post-traumatique. Bon, c'est un peu facile comme élément. Mais les chiffres qui sont inquiétants, c'est que 30% des gens qui ont eu des symptômes ont un Covid long à 2 mois et 10 à 15% à 6 mois. Et probablement 1 an, on n'a pas encore vraiment les chiffres, mais il y en a paraît-il, entre 10%. Quand on vous dit qu'il y a eu, je vous ai donné le chiffre tout à l'heure, des gens qui ont été contaminés, vous imaginez le nombre de malades potentiels que ça fait. Alors, évidemment, ce n'est pas des gens qui sont en état qui ne sont pas en très mauvaise santé, mais souvent qui sont essoufflés, enfin, ils sont quand même malades, hein, ils ne sont quand même pas en forme. Et ce ne sont pas les spécialistes comme les pneumologues qui les voient, c'est les médecins généralistes qui sont emmerdés par… surtout que maintenant, il y a des infectiologues qui disent « ce n'est pas obligatoire d'avoir la preuve qu'on est infecté par le virus pour souffrir d'un Covid long ». Alors là, ça ouvre la porte à tous les fatigués, parce que la fatigue est quand même l'élément essentiel. Pour avoir un peu reçu beaucoup de gens sur ce domaine, et il semble que l'approche la plus logique face au Covid long soit pas de les mettre entre les mains d'un psy, mais les mettre entre les mains des services de rééducation. Parce que c'est plus un problème de reconditionnement à l'effort qu'autre chose. Les gens, ils sont rentrés dans un cocon douloureux et ils ont de la peine à en sortir. Une des choses importantes, c'est que, comme toujours et souvent en médecine, il ne faut pas attendre. Plus tôt vous recommencez la rééducation, plus tôt les résultats sont excellents. Alors évidemment, c'est un message qui va avoir de la peine à passer auprès de nos confrères, parce que c'est toujours le problème de la fatigue en général. S'il y a un symptôme qui est le plus fréquent des symptômes chez le généraliste, c'est la fatigue. Et c'est le plus mal pris en charge. C'est surprenant quand même. Covid long va faire encore des… Ah, on me dit que c'est instable, vous entendez quand même? Bon. Donc, Covid long, conséquence très péjorative à long terme. L'autre conséquence, alors elle n'est pas liée strictement à la Covid, elle n'est pas strictement franco-française, c'est l'état du système hospitalier. Je peux vous assurer qu'en tant que journaliste, tout ce qui nous attend là, alors vous êtes chef de service pour la plupart, ou vous le savez, la situation est catastrophique dans plein d'endroits, plein d'hôpitaux, plein d'endroits. Donc là, évidemment, on a eu une campagne électorale branchée sur beaucoup l'extrême droite et a encore été complètement oublié. Mais ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Les gens, là, vont être en péril. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas être soignés et qui vont avoir des problèmes. Et ça, c'est la Covid qui a mis ça en évidence. C'est-à-dire qu'on a surexposé les soignants en leur donnant un boulot de fou. Et aujourd'hui, on en paie les conséquences. Puis enfin, dernier point, la menace pandémique, elle est toujours là, pas forcément ce virus-là, mais un virus. Et les virologues sont très péjoratifs concernant le fait qu'avec notre façon de fonctionner, le monde tel qu'on l'a maintenant, les voyages, tout ça, eh ben, faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres pandémies. Et ça exige une stratégie nationale, européenne et mondiale. Mais je vous assure que personne ne réfléchit à ça. Hein. À part chacun dans notre coin, on réfléchit, par quelques sociétés savantes qui réfléchissent. Mais je n'ai pas vu, l'ombre d'un congrès mondial qui pourrait… Moi, j'avais eu l'idée, et je suppose que vous la trouverez bonne, mais j'avais dit profitons des Jeux Olympiques qui ont lieu à Paris pour que la France organise le plus grand congrès de médecine qui ait jamais été fait au monde. C'est-à-dire que c'est bien de faire venir des gens, mais là, si chaque pays faisait venir une centaine de médecins à Paris pour les Jeux Olympiques, on pourrait faire un congrès de médecine où on se parle et on prend des dispositions. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin de quelque chose comme ça. Alors, mon idée a été jusqu'à Dieu, mais Dieu avait d'autres préoccupations que de penser à ça, donc ça ne se fera pas, alors que
failli y arriver. Et que je pense que la pandémie, ça milite pour qu'on ait entre nous tous une vraie réflexion sur quoi faire si ça se reproduit, quoi. Et puis qu'on soit prêt, qu'on sache exactement ce qu'il faut dire. Parce qu'on va arriver là sur peut-être la partie qui nous intéresse le plus, qui est comment on communique et ce qu'on fait, puisque c'est ma spécialité. D'abord, une chose, il vient d'où ce virus? Parce que moi, j'ai été au centre d'une polémique. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est moi qui ai sorti l'affaire Montagnier. Alors, paix à son âme, hein. Je vous rappelle comment ça s'est passé. Un matin, je reçois un coup de fil. Et au bout du fil, il y a un mec qui me dit « Bonjour, je suis le professeur Montagnier ». Alors, moi, j'ai fait des études extrêmement médiocres en Touraine et on n'a pas détecté mon fort potentiel parce que les copains d'Étienne s'intéressaient à d'autres genres d'étudiants et pas des mecs comme moi. Donc, ayant fait des études médiocres, qu'un prix Nobel de médecine s'adresse et me dise « J'ai confiance en vous, il n'y a qu'à vous que je veux dire ce que je vais vous dire ». Donc, immédiatement, comme je suis un parano, je me dis « Tiens, il va me dire un truc qui va me faire préjudice ». Enfin, effectivement, il me raconte une histoire. Il me dit « Vous savez, moi, j'ai découvert le virus du sida, donc on ne peut pas dire que je ne suis pas un bon chercheur, mais les gens travaillent avec mes méthodes d'il y a 30 ans qui sont complètement dépassées. Aujourd'hui, la seule chose qui est intéressante, c'est la mathématique appliquée à la recherche. Et il me dit, moi, je suis entouré que de polytechniciens. Je veux plus de virologues autour de moi, ils sont bons à rien. Par contre, j'ai des polytechniciens qui cherchent et ils viennent de trouver quelque chose qui est étonnant. Ce virus de la Covid, il n'obéit pas aux règles normales de la virologie. Et il y a même des séquences dedans qui viennent d'ailleurs. Alors évidemment, là, il commence à dire qu'il y a un bout de séquence du virus du sida. Et à partir de ce moment-là, tout le monde dit, bon, il est gaga. Mais lui, son truc, c'était de dire, ce virus, il a été manipulé. Le jour où il me dit ça, Macron avait fait une déclaration dans un canard américain, qui était le New York Times, je crois, et en disant qu'il y avait des choses pas nettes qui s'étaient passées. Et les Américains disaient qu'il faut absolument faire une enquête. Tout ça s'est arrêté et on ne sait toujours pas d'où vient ce virus. On ne sait toujours pas s'il a été manipulé ou pas, on n'en sait rien, s'il s'est échappé. Enfin, ça serait quand même intéressant de le savoir parce que, bon, Montagnier est mort, donc lui, alors j'ai fait un podcast audio avec l'interview de Montagnier. Il a été chargé 3 millions de fois dans la nuit, en particulier aux États-Unis et au Japon. Le lendemain, des journalistes de tous ces pays-là m'appelaient. Et comme moi, je me doutais, parce que tout le monde disait que Montagnier était gaga, donc il fallait quand même prendre des précautions. Effectivement, il l'était un peu, mais pas à l'interview, hein. J'avais fait allumer un contre-feu avec un grand infectiologue français qui me disait en quelques mots que ce que disait Montagnier, c'était faux et qu'il fallait se méfier de Montagnier. Ce podcast-là, il était chargé à 3000 exemplaires. Donc, comprenez, après, j'étais l'homme qui avait mis Montagnier à la une de l'information médicale. Là, je n'ai fait que mon boulot d'informateur. Parce qu'il y a une chose que vous confondez tous, c'est vous faites la confusion entre la communication et l'information. Et c'est une confusion des genres. Pfizer et Raoult, ils communiquent. Ils disent qu'ils sont les meilleurs du monde, que leur truc ça. Moi, j'informe, j'essaye de trouver ce qui me paraît rationnel dans toutes les communications qui m'arrivent. Et pendant cette espèce de crise Covid qui est arrivée, on a tout vu, hein. Alors c'est vrai qu'on a un bouleversement des modes d'information. Je ne parle pas des réseaux sociaux où là, c'est encore difficile, c'est une bouteille à encre, mais qui va nous exploser à la gueule dans pas longtemps. D'ailleurs, regardez ce qu'a fait Elon Musk, hein. Ça ne vous surprend pas que ce garçon richissime, il achète pour 43 milliards de dollars, il achète Twitter. C'est qu'il a une idée derrière la tête. C'est qu'avec des satellites en haut qui diffusent de l'Internet et des réseaux comme Twitter, vous êtes le maître du monde, hein. Toutes les informations circulent à la vitesse du son. Alors qu'aujourd'hui, quand vous voyez le pauvre présentateur du journal de TF1 le soir, bah, c'est minable, hein. Il parle plus qu'à 5 millions de personnes, vous vous rendez compte? 5 millions de personnes. Alors qu'autrefois, c'était la grand-messe. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. 5 millions de personnes, c'est ce que va faire une chaîne comme CNews dans la journée, quoi. Donc,
Donc, on a bouleversé nos modes d'information, donc en particulier les chaînes d'infos, qui ont augmenté l'offre. Vous savez, le créateur de TF1, il a créé LCI parce qu'il n'avait plus de place au journal de TF1 pour faire venir les maires à qui il vendait des usines en béton. Donc, il fallait donner de l'espace à tous ces gens-là. Et un seul journal ne suffisait pas. Donc, il a fait une chaîne d'infos. Et il a eu raison, parce qu'à partir de ce moment-là, les possibilités d'intervention des gens ont été décuplées. Là, avec la Covid, on ne parlait plus que de ça. Il y avait plein de chaînes d'infos. Il fallait remplir les vides. Hein. Donc, moi, j'avais mon créneau bien précis sur Canal et je faisais la journée. Regardez, aujourd'hui, ils sont en train de recruter tous les généraux. Ce qui se passe en Ukraine, il faut des généraux. Alors, il y a des généraux, des vieux. Il y en a un d'ailleurs qui arrive le nez tout rouge, à mon avis. Ils ne font même pas gaffe pour éviter de prendre des alcoolos. Donc, mais on prend n'importe qui. On prend n'importe qui. À partir du moment où un mec, il faut avoir un titre. Hein. Moi, hospitalo-universitaire, on en connaît un paquet qui mériterait de continuer à rien faire dans leur service. Hein. Tandis que là, on leur donne des tribunes. Et des tribunes, vous savez, Étienne Lemarié, je ne suis pas sûr que sa boulangère le connaisse à Tours. Ce n'est pas sûr. Tandis qu'il fait un passage à la télé, tout le monde le reconnaît. Tout le monde sait que c'est le grand professeur Étienne Lemarié. Alors, vous comprenez, ça fait du bien de temps en temps. Moi qui suis un de ceux qui ai la chance d'avoir des émissions de télé et que les gens me connaissent dans la rue. Depuis Canal, les gens me connaissaient dans la rue. Ouais, on me dit « Ah, docteur Lemoine !» Bon, j'ai toujours peur qu'ils me demandent quelque chose. Comme je suis nul en médecine pratique, je ne voulais surtout pas qu'ils me fassent un arrêt cardiaque devant moi, je n'aurais pas su quoi faire. Hein, mais c'est vrai que, si vous voulez, la télé, ça change un peu le profil des gens. Alors, vous êtes reconnus, vos copains qui ne sont pas médecins vous appellent en vous disant « Ah non, je t'ai entendu, c'est incroyable ce que tu as dit ». Donc, ça devrait pourtant faire attention à la modération, ce n'est pas le cas. Et moi, je sais que je fais gaffe parce que, comme tout le monde, j'ai dit des conneries dans ma carrière, mais on reprend vite le retour de manivelle. Hein. Moi, je me souviens peut-être d'une personne qui nous écoute qui s'était trompée sur la fréquence de la grippe. Donc, tout le monde l'avait entendu. Et donc, il faut faire très attention quand on a J'essaye de dire à mes invités toujours la même chose. Vous voyez, quand les Français ont gagné la Coupe du Monde, vous voyez les Champs-Élysées, eh ça fait 1 million de personnes, d'accord, qui scandaient le nom de Zidane dans les rues. Dites-vous que dans 5 minutes, vous allez être face à la même foule, mais de 2 millions de personnes, et vous êtes assis sur un tabouret, il y a un grand silence. Croyez-moi, ça calme. Ça calme parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on peut dire de très, très grosses conneries. Alors, qu'est-ce que pourrait faire la profession pour s'organiser là-dessus ? Déjà, je trouve que les sociétés savantes, vous avez plein de sous-commissions, de machins, de trucs, de bidules. Vous avez parfois une direction de la communication. Vous n'avez pas de porte-parole. Ça serait bien d'avoir des porte-paroles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a des porte-paroles, on est obligé de les former. Et puis, ils sont responsables de ce qu'ils disent. Et puis, au moins, vous savez que ceux qui vont... Mais quand vous êtes journaliste à BFM, vous avez comme Yves Calvi, il avait de la chance, il me connaissait. Quoi. Il a dit, il a appelé son pote Lemoine, et puis c'était évident que c'était moi qui allais faire le... Mais il aurait pu appeler n'importe qui, son généraliste, le dernier à qui il a parlé. Et le mec aurait fait le... Or, pour faire une émission comme celle que je faisais, c'était 4 heures de boulot tous les jours. Alors, c'est vrai que je suis un gros fainéant qui travaille, mais je passais 4 heures tous les jours. 4 heures tous les jours à parcourir, à appeler des gens. Moi, j'ai un réseau qui est de gens dont je connais la compétence. Je les vois dans les congrès. Je vois, et pas pour s'exprimer, pour me donner, pour valider des renseignements. Donc, quand un truc en pneumo, vous voyez bien, je vous appelle. J'appelle Bruno Housset quand je veux savoir un truc. C'est pas pour ça que je le mets à l'antenne. Mais c'est tout ce qu'il me dit. J'essaye d'être assez fidèle sur ce qu'il me dit. Donc, vous avez aussi un rôle de former les gens qui vont parler en votre nom. Et vous verrez que pendant la pandémie,
ceux qui ont dit le plus de conneries, c'est des hospitaliers universitaires qui se sont avancés un peu, qui ont reculé après. Il y en a qui disaient n'importe quoi, mais ceux-là, ils voulaient faire carrière. Mais c'est vrai que on ne mesurera jamais les dégâts de ça. Il n'y a pas d'études, pourtant ça pourrait être fait des études, mais des études pour savoir le dégât que peut faire une information, une mauvaise information dans un média qui a du monde. Donc, je ne sais pas si c'est aussi une des conclusions de cette pandémie. Est-ce qu'il va y avoir des règlements de compte? Parce que moi, par exemple, sur un cahier les 10 mensonges de notre ministre de la Santé. Je les ai, ils sont écrits, je les ai notés. Chaque fois qu'il disait une grosse connerie ou un mensonge, surtout, je le notais. Au bout d'un an, ça fait un beau document. Bon, je ne suis pas moi qui vais aller déposer faire porter plainte, mais je pensais qu'il y aurait plus d'action pour que ce ne soit pas en totale impunité, quoi. Et il y a des gens qui ont dit d'énormes conneries en toute impunité. Tout ça, ça fait des morts. Tout ça, ça fait des gens ça fait reculer la santé publique. Et ça, on ne l'a pas assez pris en compte. Alors, c'est vrai que c'est dans tous les dîners mondains où je vais, on parle tout ça de Raoult. Alors, toujours, on revient toujours sur Raoult. Mais il n'y a pas que Raoult, quoi. Je pourrais vous donner 10 noms en France qui mériteraient au moins d'être engueulés devant un peu des témoins. Ces gens-là, je ne sais pas s'ils dorment bien. En tous les cas, ils ont fait beaucoup de mal. Et à mon niveau, c'est la conclusion la plus importante de cette pandémie, c'est que compte tenu du bouleversement des modes d'information, les gens qui réfléchissent dans vos professions, ils doivent réfléchir à la façon dont l'information doit circuler. Et je pense que dans vos sociétés savantes, c'est un débat que vous avez comme ça autour d'un verre de rouge et d'un sandwich à l'ariette, mais vous n'avez pas forcément dans vos instances en disant aujourd'hui on va parler d'information, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux informer les gens. Puis après, vous allez voir ceux qui vont dire ah oui, mais attendez, informer, il faut être. Alors, pour moi, les pires, il y a ceux qui disent n'importe quoi parce que ceux-là ils sont dangereux. Mais il y en a d'autres, ceux qui sont dangereux, c'est ceux qui disent rien. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de 50 études pour savoir que le cœur est à gauche. Pas toujours. Mais ça, si vous voulez, ce genre de gens qui ont besoin d'une certitude absolue, ceux-là, ils freinent aussi pas mal l'information parce qu'on ne sait plus quoi dire. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je veux vous dire, avant que vous me posiez des questions, ceux qui veulent, mais en conclusion, il faut de la modestie. J'en ai pas beaucoup, mais je sais qu'il faut en avoir, quoi. Il faut en avoir dans ce milieu-là. Il faut être prudent. C'est pareil, tout ça, modestie et prudence, ça ne va pas avec le nom de journaliste. Hein. C'est des qualités qui n'existent pas théoriquement chez le journaliste lambda. Vigilance, bon ça, on est vigilant. Et puis pour tous ceux qui nous dirigent, et vous les médecins, il faut de l'anticipation, ça c'est sûr. On n'a pas assez anticipé, on n'était pas prêt. On n'était clairement pas prêt et on n'est toujours pas prêt. C'est ça qui est quand même formidable. L'humain est formidable. Hein. Voilà, il se prend 2 baffles d'une jeune femme très jolie, il revient. Il sait qu'il va en prendre une 3e, mais il y va. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose d'anticipation, quelque chose qui est mal fait. Et puis, moi, je ne suis pas le modèle de ça, mais de la solidarité. Et la solidarité, elle n'est pas réelle dans tout ce que je vois aujourd'hui dans les histoires de cette pandémie. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. C'est peut-être beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais au moins qui sont ma conclusion après toutes ces semaines passées avec ce virus. Merci beaucoup, Dr Lemoine, pour cet exposé que je qualifierais de varié, c'est-à-dire que vous avez abordé d'une façon intéressante plusieurs sujets. Il n'y a pas de... Je vais juste ouvrir mon chat, ne bougez pas, je vais ouvrir ça, OK. J'aimerais peut-être lancer la discussion, si vous êtes d'accord, sur quelque chose, mais je ne veux pas en faire un point politique. Vous avez donné beaucoup de chiffres tout à l'heure, et entre autres, il y a des chiffres qui sont tout à fait, comment je dirais, donc, hallucinants pour moi. Vous avez dit que l'Afrique avait été vaccinée à 16 %.
Bon, ça peut être un petit peu différent parce qu'effectivement, les statistiques, on sait ce que ça vaut dans certains coins de l'Afrique. C'est pas facile. Les gens sont reculés, ils vivent dans des zones assez éloignées. C'est pas facile. Mais on parle, mettons, de 16 ou 20 mettons que c'est autour de ça. Vous avez dit aussi qu'il y a eu 248 millions de doses qui ont été perdues. Ma question est celle-ci. Pas perdues, détruites. Excusez-moi, détruites. Ma question est celle-ci, puis là, je ne veux pas en faire une question de politique. Puis je ne veux pas viser personne, mais je parle d'une façon globale. Est-ce que vous pensez que l'Occident est responsable de ça? En partie, oui, parce que les structures qui existent en Afrique, on a beaucoup aidé à théoriquement les mettre en place. Je pense qu'on ne les a pas aidés comme il fallait. Vous savez, les 6 premiers mois de la fabrication des vaccins, tout l'Occident s'est dit, attends, ils sont gentils les Africains, mais moi je me vaccine d'abord. Hein. Il n'y a pas eu, je reçois 100 vaccins, j'en donne 50 aux pays qui en ont besoin et j'en garde 50 pour nous. Au début, c'était comment je peux en avoir plus que les Allemands. C'est pour ça que le côté européen de la négociation, pour moi, c'est un truc fondamental. Si on avait laissé les pays européens aller à la négociation, ça aurait été une guerre de chiffonniers. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec les Anglais. Hein. Les Anglais, c'est à moi la bonne soupe. Alors évidemment, ils n'ont pas eu de bol, ils ont fait de l'AstraZeneca tout de suite, alors que ce n'était pas le bon. Mais c'est vrai qu'au début, il y a eu un égoïsme total. Et je vais dire moi le premier, parce que dès que j'ai pu me faire vacciner, je l'ai fait. Hein. Je ne me suis pas dit, ah tiens, il y a la grand-mère qui habite à côté de chez moi qui n'est pas vaccinée. Non, moi je me suis vacciné, j'ai vacciné ma famille. Donc voilà, si vous voulez, l'égoïsme, il est là. Quand on est, entre guillemets, en danger de mort, on est égoïste. Mais après, il y a des gens dont c'est le métier et qui, eux, étaient vaccinés, de réfléchir à comment faire. Et là, ils n'ont pas réfléchi. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, voilà. Alors, on a des avions, on a des vaccins, on fout les vaccins dans les avions et allez, on en envoie un peu partout. Et puis après, démerdez-vous. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est compliqué. On a vu comment c'était compliqué en France. Il y a eu des doses perdues en France, hein, on oublie de le dire. Puis heureusement que les vaccinateurs se sont débrouillés pour vacciner des gens qui ne devaient pas être vaccinés au lieu de les jeter. Quand vous aviez 10 vaccins dans une seringue Pfizer, quand à la fin de la journée, il y avait des seringues qui n'étaient pas complètement faites, mais que les gens qui étaient là n'étaient pas des gens qui avaient plus de 65 ans, ils ont vacciné, puis c'est ce qu'il fallait faire. On n'allait pas jeter des vaccins. Donc, si vous voulez, bien sûr que l'Occident est responsable. Après, d'un autre côté, il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'Occident aussi. Hein. Mais je ne connais pas assez. On a des amis africains qui écoutent qui pourraient nous dire s'ils sont responsables ou pas un peu du fait qu'il y ait 240 millions de doses qui ont été jetées, quoi. Mais c'est vrai que la structure qui a été mise en place, elle n'a pas marché au début. Elle n'a pas marché. Et puis qu'il y a eu beaucoup de circuits parallèles. Il y a beaucoup de pays qui ont commandé de leur côté, quoi. Donc, tout ça, on aurait voulu qu'un monde mal organisé travaille comme un hôpital suisse à l'échelle mondiale, quoi. C'est pas comme ça, non, ça fonctionne pas comme ça. Okay. Je peux juste intervenir, il y avait aussi les Russes et les Chinois qui étaient dans le jeu. Donc ça eux, ils ont foutu clairement la merde. Les Chinois plus que les Russes. Hein. Ouais. Les Russes, ils ont essayé de nous imposer, non pas nous imposer, de nous filer leur vaccin. La HAS et tout ça, l'Europe n'a pas voulu examiner le dossier russe. Mais on savait qu'il n'était pas si mauvais que ça. Il n'était pas pire que l'Astra, quoi. Mais la question qui s'est posée, c'était la question éthique, toi, de la vaccination, de la 3e dose. Toi, alors là, ça a commencé à s'agiter un petit peu dans les journaux sur est-ce qu'il est vraiment éthique de donner une 3e dose dans les pays occidentaux et d'utiliser ces doses alors qu'on sait que ça n'empêche pas la transmission, mais déjà après 2 doses, tu réduis la mortalité de façon importante. Oui, mais si tu veux, c'est le problème d'un pays qui a tout, quoi. Les anti-vaccinaux, tous ces mecs-là, on est dans un pays nanti, donc être anti-vaccinal. Moi, j'ai 2 anti-vaccinaux dans ma famille. Donc, c'était une bonne source de discussion dans les familles, ça, oui. Voilà. Alors, évidemment, ils ont tout. La vie est belle, ils n'ont pas de problème. Ils savaient qu'ils s'étaient... Mais il ne faut pas déconner, ce n'est pas comme ça. Le problème de la vaccination, c'est que c'est au départ un acte altruiste. Là, il s'est trouvé que c'était un acte curatif. C'est-à-dire que je me vaccine, je me protège. Donc, c'était déjà encore mieux. C'est pour ça qu'on a eu plein d'altruistes.
mais la vaccination, c'est totalement un geste altruiste qui n'est pas fait du tout pour le Français moyen, quoi. Le Français moyen qui se croit plus intelligent que le Français. Parce que sinon, les autres, ils se sont vaccinés. Et puis, franchement, vous en avez vu beaucoup des effets secondaires, vous? Non. À côté de tous les antibiotiques, aspirine que vous avez prescrits qui ont tué des millions de gens, le vaccin n'a pas fait les mêmes choses. Hein. Il y a une Si vous question. permettez, il y a un commentaire dans le chat et ça vient de Charles Bollen, que tout le monde connaît et que je trouve extrêmement intéressant, et je le lis. Une des leçons est le divorce entre le monde des experts et le monde des citoyens. D'un côté, un monopole médiatique, de l'autre, une soif de dialogue périphérique. Alors, Monsieur Bollen, je voudrais vous dire que c'est une des réactions les plus entendues, mais elle n'est pas tout à fait vraie. D'abord, le super pouvoir médiatique, on a le pouvoir qu'on peut et on le donne. Je répète, on a donné le pouvoir à des gens qui étaient des vôtres. Ce n'est pas nous qui avons raconté des conneries. Quand un présentateur donne la parole à un patron d'un hôpital parisien et que l'autre déverse un tombereau de conneries, il ne peut pas l'arrêter. Même moi, c'est difficile, et pourtant je suis médecin. Et après, on dit, bah, c'est que… Et puis c'est vrai, là où je suis d'accord avec vous, c'est que ça donne un pouvoir disproportionné, hein, les médias. Je vous dis, en ce moment, il y a 4-5 colonels de l'armée française alcooliques à la retraite qui jouent aux boules. D'un seul coup, on les a mis dans des plateaux de télévision, ils expliquent au monde que peut-être que Poutine va appuyer, mais peut-être qu'il n'appuiera pas. Voilà le tombeau de conneries qu'ils disent aussi. Hein. Moi, rien qu'en les écoutant, il y a des mecs qui vous disent un truc et en même temps, si vous écoutez un peu, ils disent son contraire, mais ils sont contents, ils ont parlé. Et puis, comme c'est l'ancien colonel machin, on ne leur demande pas où il a fait sa carrière, comme les hôpitaux universitaires, on ne leur demande pas d'où ils viennent la plupart. Hein. Ils mettent ancien chef de service ou chef de service. Mais attends, vous savez, enfin, on en connaît un tas d'incompétents. Il y a autant de cons chez les chefs de service que chez les plâtriers. Hein. Donc, qu'est-ce que je vous dise le problème, c'est que ce n'est pas les plus intelligents qui demandent la parole. Puis il y a une chose que je veux dire à des gens comme vous, ce n'est pas parce que n'ayez pas honte de prendre la parole. Souvent, il y en a qui disent « Ah, moi, je n'ose pas, je ne veux pas me mettre comme les autres, je ne vais pas me mettre… je ne cherche pas les caméras. » Mais les caméras, vous ne cherchez pas non plus. Il faut savoir que votre boulot c'est d'informer. Votre boulot, c'est d'aller expliquer à des gens des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Si vous ne le faites pas, la nature ayant horreur du vide, il y a des mecs qui sont prêts à le faire. Donc, M. Bollen, il ne faut pas rentrer dans l'espèce de polémique sur l'hyperpuissance des médias, le pouvoir médiatique. Tout ça, c'est pas réel. C'est pas réel. Et il suffirait de s'organiser pour que ce pouvoir-là, il reste à sa place. Et je répondu à votre question. Et Charles, tu as ton micro branché, alors peut-être que tu as un commentaire à faire. Oui, justement, parce que merci Jean-François. Évidemment, je ne conteste pas évidemment le rôle de l'homme de médias qui fait son travail, mais il faut dire que le citoyen moyen, il a été quand même massacré par des informations qui lui arrivaient tous les jours et de différentes sources. Et je dirais pourquoi pas. Mais en même temps, il y a eu une espèce d'absolutisme du pouvoir centralisé, tandis que la périphérie était mal considérée. Enfin, le médecin généraliste, l'infirmière, le pharmacien, le dentiste, le vétérinaire qui ne pouvaient pas vacciner. Ça a pris… Moi, j'ai travaillé comme vaccinateur dans la région de Thonon-les-Bains et j'ai eu le plaisir, finalement, en tout dernier mois, de travailler avec un vétérinaire. Oui, formidable, mais ça a pris du temps. Hein. Monsieur Bollen, c'est vous qui les avez mis dans cette situation-là, les généralistes. Si les généralistes n'avaient pas été méprisés par les hôpitaux universitaires depuis des années, qui leur donnent de temps en temps quelques renseignements, je ne parle pas de gens qui sont là. Ils sont là, ils ont toujours fait leur boulot. Mais la plupart du temps, on a beaucoup pris le généraliste pour un con, et puis le pharmacien. Et pire,
le généraliste a pris le pharmacien pour un con. N'oubliez pas que la polémique qu'il y a eu, c'est qu'à un moment, les médecins sont mis en travers des pharmaciens pour vacciner. On oublie ça. Ils oublient nos copains généralistes. Ils oublient qu'à un moment, ils avaient dit « Ah non, c'est pas un pharmacien. C'est quoi un pharmacien? C'est un vendeur de chaussons. » Non, un pharmacien, il est capable de faire une vaccination comme un infirmier. Donc, vous voyez, tout ça, chacun doit un petit peu balayer devant sa porte. Et puis, c'est vrai que moi, si vous voulez, j'ai beaucoup d'antennes, je possède des médias, je me bats pour dire qu'il y a quand même des gens qui essayent de bien faire leur boulot, mais on ne demande pas grand. Et franchement, vous savez ce qu'on demande comme compétence à un journaliste d'une chaîne d'information aujourd'hui? On lui demande d'avoir un joli sourire, d'avoir de l'aplomb et de ne pas avoir peur de la caméra. Bon, ça ne suffit pas pour faire une carrière, hein, théoriquement. Ben si, pourquoi? Parce qu'il s'appuie sans arrêt sur théoriquement, des intelligences remarquables comme les vôtres. Et je vous dis, pour moi, pour avoir réfléchi, parce que on va dire tout ça, c'est du dans l'air. Non, j'ai beaucoup réfléchi à ça. C'est à vous de faire le ménage des gens qui communiquent. Ce n'est pas à nous. C'est à vous de nous donner les noms. C'est à vous de dire, attention, nous, on est la société de pneumo. Toute personne qui ne sont pas dans cette liste ne parle pas au nom des pneumologues français. Voilà, c'est à vous de le faire. C'est à vous de nous donner les… Bon, vous parlez encore un journaliste d'un grand média, il est capable il a beaucoup de sollicitations. Vous parlez d'un petit rubricard, d'un petit canard de province, qu'est-ce qu'il a pour singulariser son information? Ben, il a le patron du CHU d'à côté et puis son mec de club de belote, quoi. Donc tout ça fait que… Et puis vous n'êtes pas forcément tous parfaitement informés, hein. Moi, je vois, quand je faisais mon émission sur Canal tous les jours, j'avais plein de coups de fil de copains qui étaient des médecins connus, qui me posaient des questions qui parfois me paraissaient extrêmement naïves. Hein. Ouais. Mais juste une dernière question, je ne vais pas monopoliser le micro, mais quand on a le micro et quand on l'a tous les jours et qu'on sait l'audience et les effets que ça peut avoir, est-ce qu'on ne peut pas avoir une certaine responsabilité éthique à secouer la profession en disant, écoutez, parce qu'on connaît les corporatismes francophones, en disant au Conseil d'ordre de médecins, écoutez, lâchez la vapeur, laissez faire tout le monde, etc. Enfin, un petit geste politique, vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez, ceux qui me connaissent savent que je suis un des plus brutaux dans mes propos. Quand je suis face à un con, généralement, je lui dis. Mais vous prenez de l'ordre des médecins. Sachez que l'ordre des médecins ne reconnaît pas le métier de médecin journaliste. Ça fait 30 ans que je me bats pour ça, pour dire, attendez, vous donnez des reconnaissances à l'ordre à n'importe qui, n'importe quelle sous-discipline. Faites une reconnaissance du médecin journaliste. À ce moment-là, on pourra discuter. Mais tous les médecins journalistes français, la plupart viennent de Tours, d'ailleurs. On était effarés de voir que l'ordre des médecens ne nous communique rien, ne fait rien. C'est un exemple. Pour moi, l'ordre des médecins, c'est moins que rien. C'est moins que rien. À la fin de ma carrière, quand j'ai le président de l'ordre, je lui dis que c'est moins que rien. Bon, à côté de ça, les syndicats ne sont pas si mauvais que ça, les syndicats de généralistes ou de pharmaciens. Je travaille beaucoup avec eux, mais ils ne représentent pas grand-chose. Hein. Il y a très, très peu de médecins syndiqués, très, très peu de pharmaciens syndiqués. Après, il y a, sans parler des conflits qu'il y a entre la francophonie. Hein. C'est vrai qu'il y a une espèce de suspicion entre l'origine d'où viennent les gens en fonction de leur pays. Je vois bien, moi, on invite assez rarement des gens d'autres pays dans nos émissions. Alors si, par exemple, le Suisse, celui qui a inventé le gel hydroalcoolique, Pité, c'est ça? Oui, c'est ça. Le professeur Pité. Bah, lui, il est venu souvent dans mes émissions. Il est bon, il est sympa. Il est tellement bon que Macron en avait marre des Français, il l'a pris comme conseiller. Donc, vous voyez. Mais Pité, quand vous prenez des gens comme Pité, des gens comme ça, vous êtes sûr de faire des bonnes émissions. Hein. C'est des gens qui sont… Mais je ne sais pas la liste des cons qui ont circulé pendant l'épidémie, vous la connaissez aussi bien que moi. Mais ça serait à la profession de faire en sorte que l'ordre ne fera rien. L'ordre ne fera jamais rien. Jamais. L'ordre n'était même pas capable ils ont mis un petit blâme à Raoult, il faut voir un peu la force de… Rien. Ils sont consultés pour rien. Vous ne voyez pas un politique va les consulter. Mais en revanche, les sociétés savantes, moi, j'y crois beaucoup.
Je crois beaucoup aux sociétés savantes. Et les sociétés savantes, c'est elles qui doivent faire le ménage. Mais je ne sais pas si elles le font. J'aimerais qu'on aille dans le public, si vous permettez. Il y a une dame que je crois, Madame Youssef de Syrie, sous le pseudonyme collaborating@gmail.com. Vous pouvez poser votre question, ouvrir votre micro et allumer votre caméra. Mute, c'est bon? Oui, Vous allez-y. m'entendez? Oui, vas-y, Oui, Youssef. bonjour, mais madame. je m'intéresse à la vaccination chez les femmes enceintes. Qu'est-ce que vous dites de ça? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, il faut les vacciner, les femmes enceintes, surtout le dernier trimestre. Je suis d'autant plus sensibilisé à ce sujet que ma fille est enceinte et qu'elle n'est pas vaccinée. Donc, j'ai vraiment vu toute la bibliographie sur la vaccination de la femme enceinte et la conclusion, c'est qu'il y a plus de risques à ne pas être vacciné qu'à être vacciné. Mais surtout que ça se transmet un peu aux nouveau-nés. C'est-à-dire qu'ils ont détecté chez les nouveau-nés quelques petits virus de temps en temps. Donc, Oui, bien ça sûr. devient Mais très bon, important. cela dit, ce n'est pas des maladies très graves, hein, la Covid. Mais bon, Non, mais ça voilà. m'intéresse d'entendre ça de votre part. Ça me donne la sûreté de le faire. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de problème. Merci. Enfin, je vous dis, moi, je me suis posé problème de médecin, problème de père. Et donc, pour moi, c'était pas facile. Oui, d'accord. Mais je dois être un mauvais père puisque ce n'est pas vacciné. Une deuxième question dans l'assistance, notre ami Habib Guidira de Tunis. Habib, la parole est à toi. Oui, merci beaucoup Yves. En fait, je voulais un peu qu'on sorte de l'homme pour aller vers l'humanité, comme on dit. Et est-ce que, ma question, docteur Moine, est-ce que vous avez l'impression que le nombre enfin, la fréquence d'émergence des virus augmente? Donc, parce qu'on dit que l'homme change, donc les virus aussi changent. Et quels sont les risques pour l'humanité? Parce que c'est vrai, bon, là, on a découvert un vaccin. Mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire face avec le nombre de virus qui semble de plus en plus émerger? Oui. Vous avez raison. L'émergence de virus, c'est une des conséquences de notre mode de vie. Hein. C'est clair. À commencer d'ailleurs par un truc tout simple qui a été le voyage. Le sida, c'est une conséquence beaucoup de la circulation des gens dans le monde. Hein. Le 747 le reporter a fait beaucoup pour les épidémies de sida pour que ça soit diffusé. Bon, on sait qu'il va y avoir d'autres émergences de virus. On n'est pas persuadé qu'il n'y a pas eu des populations entières qui ont été décimées par des virus. Hein. Bon, parce que Néandertal, comment il a disparu, on ne sait pas trop comment. Mais il y a c'est sûr que la guerre entre l'homme et le virus, elle existe depuis la nuit des temps. Et pendant tout le temps, l'homme a utilisé la technique qu'il a utilisée là. Hein. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait peut-être le mieux marché? C'est l'éviction. Hein. Quand il y avait la peste, on les mettait dans un coin, puis ils n'avaient pas le droit de sortir, on tirait dessus quand ils sortaient. Donc l'éviction reste depuis toujours le mode de lutte premier contre le virus. Maintenant, aujourd'hui, faire des évictions, ce n'est pas possible. Alors, pour le moment, on gagne parce que, je vous dis, on a la chance d'avoir que les virus qui sont à grande diffusion sont des virus qui ne sont pas très, très létaux. Vous prenez Ebola, il faut voir ce que c'est qu'Ebola quand même. Hein. Quand Ebola arrive dans un village en Afrique, il faut voir le nombre de morts qu'il y a. Alors, on espère qu'effectivement, ça part à côté. Donc, effectivement, mais il n'y a pas que le virus dans votre question et votre discussion. C'est toute la façon dont on vit actuellement qui remet en cause pas mal de choses. Donc, voilà quoi. Moi, je vais beaucoup à Tozeur et je vois comment vous connaissez bien Tozeur, je vois comment l'impact de la civilisation à Tozeur a tout changé, quoi. Quand je suis arrivé il y a 20 ans, c'était un petit village, et puis là, maintenant, bon, les gamins, ils sont comme les gamins de Paris, quoi. Ça ressemble. Avec la télé, on voit tout. J'aimerais passer la... Juste, Yves, un mot, parce que vous avez parlé d'Occident, d'Afrique et tout. C'est saluer quand même l'initiative COVAX de l'OMS
qui a permis à beaucoup de pays, comme la Tunisie d'ailleurs, d'avoir pas mal de quantités de vaccins et vacciner pas mal de la population. Voilà. Vous êtes gentil avec COVAX, hein, parce que pour le moment, ça n'a pas atteint les objectifs qu'on avait donnés au départ. Puis en Tunisie, je crois que vous avez eu beaucoup de vaccins russes qui arrivaient, non? À un moment, oui, mais nous, les médecins, on a subi ça parce que nous avons été les premiers vaccinés avec les vaccins russes, effectivement Sputnik. Et c'est pourquoi on était obligé après de faire 2 vaccins Pfizer pour pouvoir avoir le visa Schengen. Et donc, ce qui fait, je suis quadri-vacciné pour pouvoir voyager. Eh bien, bravo. J'aimerais passer la parole à Étienne, puis il y a une main levée encore. Oui, il y a une main levée, je ne sais. C'est Oui, le ça professeur va, Acquois. Étienne. Professeur Acquois, Chantal ouvrez Acquois, votre caméra oui, et posez la question. on vous écoute, Chantal. Bien, merci à tous. Merci. Si Étienne. vous allumez votre caméra, ce sera encore mieux, on aura le plaisir de vous voir. Voilà. D'accord, merci. C'était très intéressant. Depuis Boaké. Depuis Boaké, Côte d'Ivoire. Une petite question. C'est par rapport à la 3e dose dans notre contexte ici. Actuellement, le niveau de circulation du virus, il est très, très bas, je dirais. On a très peu de... Jusqu'au CHU, je suis, on fait le diagnostic, aussi bien pour les voyageurs que pour tout le monde. On a les taux, enfin, comment on appelle, le nombre d'échantillons reçus a drastiquement diminué et puis les positifs sont, je dirais, rares. Est-ce que la 3e dose, on doit faire? Parce que moi, il y a des gens qui me demandent, en tant que médecin biologiste, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit faire la 3e dose? Très simple. Vraiment, je voudrais... C'est très simple, la règle. La règle est très simple. La 3e dose, c'est pour les gens à haut risque, c'est-à-dire les gens âgés, les gens surtout avec des comorbidités. Il n'y a pas un greffé qui vit en ce moment à cause de la Covid. Voilà. Et puis le personnel soignant. Et puis bon, après les autres, ils peuvent attendre, c'est pas grave. C'est pas une maladie qui est ils sont pas très virulents pour les gens en bonne santé, ces nouveaux virus. Puis vous avez beaucoup de jeunes en Afrique, c'est pour ça que vous avez moins de morts. Mais par contre, tous les gens, les diabétiques qui sont très touchés, les insuffisants respiratoires, les insuffisants cardiaques, il faut leur donner la 3e dose. Le diabète est fréquent en Afrique. Oui, de plus en plus, on découvre. Et puis vous aussi, vaccinez-vous parce que vous êtes soignant. Oui, pour dire que j'ai déjà fait la 3e dose, surtout que je dois venir en France. Donc, Étienne, 4e dose au bout de 6 mois. Étienne, est-ce que tu veux 4e dose encore? Oui, tous les 6 mois, là, pour le moment. Tous les 6 mois, une dose? Pour le moment, oui. OK. Merci. Mais Chantal, vous dites que vous ne voyez plus de cas actuellement, ou alors ce sont des cas qui passent inaperçus? On en voit, mais c'est rare. C'est plus, ou bien les gens ne se font plus détecter, ou bien il n'y a pas les cas. En tout cas, ce que vous pouvez dire, c'est qu'il n'y en a plus à l'hôpital. À l'hôpital, bon, ça a drastiquement diminué. Donc, c'est ça, en fait. Non, parce que ce qui se passait il y a quelques... Mais par contre, ce qui se passait encore il y a 6 ou 8 mois, c'est que effectivement, il y avait beaucoup de malades hospitalisés, mais qui n'avaient pas de diagnostic précis faute de tests dans certains pays. Je me souviens par exemple des amis d'Alger qui me disaient, mais il n'y a pas beaucoup de cas en Algérie, mais par contre, nos services, en particulier les services de pneumologie, sont pleins. Et ce ne sont pas des malades habituels, ce ne sont pas les pathologies qu'on rencontre tous les jours. Donc, ce sont des cas de Covid, très certainement. Mais ces cas ont disparu. À Alger, j'étais en conversation avec une amie d'Alger hier qui me dit « le service s'est vidé, on n'a plus ces cas-là ». Et donc, voilà. À Dakar, on m'a dit la même chose. Donc, pour vous, c'est la même constatation. C'est ça, on n'a pas... Par contre, il y a un mois, on a eu un cas très sévère avec des sœurs, une religieuse, par exemple. Alors, est-ce que quand il y a un cas, le fait de ne pas
détecté très rapidement et autres, ça entraîne la gravité s'augmente et puis que ça soit suivi de décès, je ne sais pas. Mais présentement, à Boaké, au CHU, là, c'est très rare maintenant. Il n'y a pas beaucoup de cas, pas beaucoup d'hospitalisation. Cette mutation est beaucoup moins dangereuse, elle fait beaucoup moins de cas graves, donc c'est normal. Par contre, le virus, il circule encore. Mais de toute façon, tout le monde va être touché par le virus. Hein. Je pense que personne ne va y échapper. On ne fera pas de symptômes, on ne saura même pas. Enfin, moi, j'ai dans mon entourage des gens qui se sont fait tester pour voir, qui ont eu la Covid, mais qui ne s'en sont pas perçus. Quoi. Et je pense qu'effectivement, les symptômes vont varier assez. Si je prends juste mon cas à moi, précisément, j'ai été testé positif en janvier. Je n'ai absolument rien eu des symptômes communs, sauf un mal aux yeux à regarder mon écran d'ordinateur. Ouais. Bien. Il va nous faire un Covid long dans 3 mois. Ça sera pourquoi il est fatigué. Oui. Ce sera un beau prétexte. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois qu'il y a des gens de... Il y a notre ami Paratian à La Réunion. Paratian, tu as 1 minute. Vas-y, mon ami. Merci beaucoup pour tout le déroulement justement de ce qui s'est passé. C'est très intéressant de Dr Lemoine. Non, je n'ai pas beaucoup de questions. Hein. Je pense que j'ai écouté les choses essentielles et c'est très bien. La seule chose que je pense que pour les 2 millions de doses, je pense que Pfizer quand même avait mis comment ça s'appelle, un obstacle, non? Donc, on ne devait pas vendre justement donc les vaccins justement à d'autres pays. Est-ce que je suis dans la vérité? Je ne sais pas. Pfizer, vous savez, avec le cynisme de l'industrie pharmaceutique, plus ils vendaient de vaccins, plus ils étaient contents. Mais eux, ils ont fait en sorte que ça soit harmonieusement distribué. C'est vrai que ce n'était pas facile. Ils ont eu d'énormes pressions chez Pfizer, partout d'ailleurs, tous les Moderna aussi. Il faut savoir que le patron de Moderna, c'est un Français. Donc, on a des informations très précises. Il m'a même raconté comment ça s'était passé dans le bureau de Donald Trump. Parce que Trump, c'est un drôle d'oiseau, mais c'est quand même lui qui a mis l'argent pour que la recherche aille vite. Quand il s'est retrouvé dans le bureau de Trump et que Trump a dit à tous les patrons de labo, alors qui est capable de me faire un vaccin en moins d'1 an? Ils sont 2 à avoir levé le bras, le PDG de Pfizer et lui. Et Trump lui a dit, qu'est-ce que vous voulez? Et lui, il a répondu, monnaie. Et le lendemain, ils avaient je ne sais plus combien de millions de dollars qui arrivaient au laboratoire. Donc, c'est clair qu'on a réussi parce qu'on a donné les moyens de réussir. Alors après, vous savez, après avoir où est-ce qu'il faut faire... Il y a eu la polémique sur est-ce qu'il faut fabriquer le vaccin ailleurs que dans les endroits prévus, donner le brevet, mais le type de Moderna m'a dit, moi je veux bien donner mon brevet, mais c'est vachement difficile à fabriquer, quoi. Ça ne se fabrique pas n'importe où. Écoutez, il est 11h12. Dr Lemoine a une activité dans exactement 2 minutes. Donc, je dois... en fait, il est 15h13 pour vous en France, excusez-moi, 11h13 pour moi au Québec. Je vais aller continuer à participer au complot médiatique. Exact. Et donc, écoutez, mais avant de se quitter, j'aimerais juste rappeler nos prochaines visioconférences. Oui. Le 5 mai, donc, ce sont des visios en collaboration avec la SPLF et un nouveau regroupement qu'on nomme le GRISOF, qui est le groupe de réflexion international en sciences ouvertes francophones. Et ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller sur Internet et taper grisof.org et vous verrez un peu de quoi je parle. Donc, le 5 mai, le professeur Jean-Louis Coudert de Paris qui va nous parler des bronchites aiguës. Le 12 mai, un sujet tout à fait intéressant et innovant, c'est la professeure Hélène Salvador qui va nous parler, et là, tenez-vous bien, des biais de genre en enseignement médical. Ça risque d'être extrêmement intéressant.
Et finalement, une troisième conférence, mais qui est en collaboration avec la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie et avec aussi l'AEF via son programme actif. Donc, le 25 mai, le titre « Violence faite aux femmes et aux filles » et c'est surtout en continent africain. Donc, si personne d'autre a quelque chose à dire, vous avez 30 secondes. Étienne, je te laisse le mot de la fin. Et Jean-François, vous avez 30 secondes. Je ne voudrais pas que vous me preniez pour un spécialiste de la COVID et que vous m'appeliez uniquement pour parler de la COVID. Un jour, j'aimerais bien vous faire une conférence sur la médecine intégrative. D'accord. On note. On note. Très bien. Donc, sur ces quelques mots, Étienne, vas-y. Oui, ben, écoute, Jean-François, un grand merci parce que tu as fait un tour d'horizon et certainement que ça a soulevé des réflexions, des questions. Finalement, quels que soient nos milieux, que ce soit au nord, que ce soit au sud, on a vécu un peu les mêmes problèmes avec des difficultés différentes, mais on a un peu vécu les mêmes problèmes, en particulier sur le plan de l'information. Les fake news ont circulé partout. Les particules de Bill Gates dans les vaccins, ça a circulé aussi bien à Dakar, à Abidjan qu'à Paris ou à Montréal. C'était strictement le même problème. Donc, un grand merci de nous avoir fait ce tour complet. Et on a fait juste une bonne discussion de bistrot. Et on sait qu'en France, les discussions de bistrot, c'est les plus importantes et c'est les plus intéressantes. Tout à fait. Merci beaucoup. Et donc, rendez-vous tu nous as dit, Yves, dans 15 jours. Oui, le 5 mai. En fait, c'est une semaine. Le 5 mai. C'est dans une semaine. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt, les amis. Et à bientôt. Et si le professeur Rousset nous entend, qu'il ne va pas s'inquiéter. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Chantal.